Les téléphones portables sont omniprésents. On en recense près de 7 milliards dans le monde et leur nombre augmente chaque jour. L'avènement de la communication sans fil a eu un impact profond sur notre mode de vie. Pour moi, c'est l'équivalent d'une expérience à l'échelle mondiale. Les ondes de nos portables sont-elles dangereuses pour nous et pour nos enfants? Des scientifiques du monde entier tentent de répondre à cette question. C'est une querelle de croyances qui oppose les scientifiques. Deux courants s'affrontent, ceux qui dénoncent la technologie moderne et ceux qui la défendent. Il y a très peu de scientifiques aujourd'hui qui restent indépendants, c'est-à-dire qui ont un message adapté à la réalité scientifique, qui sont capables de mettre en évidence. D'éminents chercheurs doivent trancher. La communication sans fil est-elle sans risque? Ou les champs électromagnétiques sont-ils dangereux pour la santé? Donc nécessairement, chacun se sent concerné, même si le risque est limité par rapport à des tumeurs rares. Cet homme est à la recherche d'ondes potentiellement dangereuses. Grâce à son analyseur, il peut non seulement les mesurer, mais également les rendre audibles. Dieter Kugler, consultant en géobiologie, traque les rayonnements. Il en trouve pratiquement partout. Son métier, conseiller les électro-hypersensibles, les personnes qui ne supportent pas l'exposition aux ondes électromagnétiques. Ses clients se plaignent de maux de tête, de palpitations, d'acouphènes ou de troubles du sommeil. Dieter a déjà examiné des milliers d'appartements pour tenter de les protéger au mieux de ces champs électromagnétiques. Karl-Heinz Mayer est chef d'entreprise. Il vit depuis 3 ans dans ce loft de 200 mètres carrés. Mais il n'a guère le loisir d'en profiter. S'il reste trop longtemps chez lui, il se met à souffrir de fourmillements dans les jambes et de maux de tête. Des symptômes qui pourraient être dus à une trop grande exposition aux ondes des appareils électriques. Grâce à Dieter Kugler, il va en avoir le cœur net. D'emblée, le téléphone sans fil attire l'attention de l'expert. Ça fait plus de 20 000 microwatts. On le repose sur la base. Il est branché où? Vous pouvez le débrancher? Débranchez-le, s'il vous plaît. Et voilà, plus rien. Karl-Heinz Mayer utilise ce genre de téléphone depuis plusieurs années, mais ses problèmes de santé, eux, sont apparus lorsqu'il a emménagé dans son nouvel appartement. Je souffre de troubles de l'endormissement et du sommeil. De mon point de vue, rien n'explique ce qui pourrait déclencher ça, à part peut-être la présence d'une pollution électromagnétique. Pourtant, les ondes émises par tous les appareils sont en dessous du seuil légal. Beaucoup de gens ne réagissent pas aux ondes électromagnétiques. Ils passent leur temps à côté de routeurs ou de leur téléphone sans fil et n'ont aucun problème. Mais il y a aussi des gens qui sont très sensibles. D'après mon expérience, sur le long terme, pratiquement tout le monde finit par avoir des problèmes avec ces téléphones. Ça peut prendre des années jusqu'à ce qu'un jour, le corps décide que ça suffit. Le terme de pollution électromagnétique s'applique avant tout aux champs émis par les appareils tels que les cafetières, les grille-pains, les réfrigérateurs et les ordinateurs portables. Selon les critiques, ces émissions pollueraient notre environnement et représenteraient un danger pour notre santé. Mais que sont ces champs électromagnétiques au juste? L'alimentation électrique des trains? Tous nos appareils ménagers ainsi que tous ceux de nos bureaux en produisent. Radio, télé et téléphone sans fil utilisent également des champs électromagnétiques de haute fréquence. De même que le très critiqué four à micro-ondes. Mais le champion toute catégorie de ces rayonnements reste le téléphone portable. Mais les ondes font aussi partie intégrante de notre environnement naturel. La lumière perçue par nos yeux est elle-même un rayonnement électromagnétique. Les rayons X et gamma, eux, ont une longueur d'onde extrêmement courte pour une énergie déployée élevée. Ils peuvent endommager les molécules d'ADN et sont nocifs.
L'énergie des champs produits par les téléphones portables, elle, n'en est pas capable. Tout juste a-t-on pu constater l'existence d'un effet thermique. Ces ondes peuvent-elles malgré tout nuire à la santé et perturber le sommeil? Ou bien peut-on laisser en toute quiétude son portable allumé sur la table de nuit? À l'hôpital de la Charité à Berlin, Heidi Danker-Hopfe tente de répondre à ces questions. Spécialiste en biologie humaine, elle travaille au centre de compétences de la médecine du sommeil. Les sujets, 30 hommes âgés de 18 à 30 ans. Dans une pièce blindée, ils vont être exposés à des ondes électromagnétiques pendant leur sommeil. Ces ondes correspondent aux fréquences de téléphonie mobile GSM et UMTS. Le rayonnement est dosé de façon à reproduire 8 heures de communication téléphonique. En revanche, les ondes électromagnétiques ne sont actives que pendant la moitié des nuits. Les scientifiques peuvent ainsi observer l'activité du cerveau en présence des ondes, mais aussi en leur absence. Résultat, une exposition durable au rayonnement raccourcit la phase d'endormissement de quelques minutes. La phase de sommeil léger étant plus courte, cela indique que le sommeil est meilleur. Il y a des phases de sommeil plus profondes, mais celles de sommeil léger sont plus courtes. Toutefois, les cobayes dorment en moyenne aussi longtemps. Les résultats n'indiquent pas que le sommeil pourrait être perturbé par ces champs électromagnétiques. Il y a de légères modifications physiologiques, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse de troubles du sommeil. On va refaire un test pour les réactions visuelles. Essayez d'arrêter l'aiguille le plus précisément possible sur midi. Le test de réaction doit déterminer si, à l'état de veille, les ondes émises par les portables influent sur les fonctions cérébrales. En présence de champs électromagnétiques, les réactions sont un peu plus rapides qu'en leur absence. Aucune de ces expériences n'a pu prouver un quelconque effet néfaste de ces ondes, que ce soit pendant le sommeil ou en état de veille. Mais cette conclusion ne s'applique qu'à cette étude, durant laquelle les volontaires ont été soumis au rayonnement pendant seulement 10 nuits, à raison de 8 heures maximum par nuit. Qu'en est-il des effets à long terme? Après tout, certains d'entre nous utilisent leur portable depuis plusieurs dizaines d'années. Début 2014, des données en provenance de l'Université de Bordeaux ont apporté un nouvel éclairage. Les chercheurs ont voulu savoir si utiliser un téléphone portable plusieurs heures par jour, sur plusieurs années, présentait un risque. Isabelle Baldi et Gaël Couraud ont publié les résultats de cette étude menée sur près de 10 ans. L'objectif de cette étude était de rechercher un lien possible entre les champs électromagnétiques et l'apparition de tumeurs du système nerveux central. Ensemble, nous avons pris les plus fréquentes, qui étaient les gliomes, qui sont des tumeurs malignes, c'est-à-dire plus agressives, et les méningiomes, qui sont fréquents aussi, et qui sont des tumeurs plutôt bénignes, et donc un peu moins agressives, qui se répandent moins. Pour cette expérience, les deux chercheuses ont sélectionné 450 patients. Tous souffrent soit d'un gliome, une tumeur maligne, soit d'un méningiome, une lésion des méninges. L'utilisation des téléphones portables pourrait-elle être responsable de ces tumeurs du cerveau? En plus des participants à l'étude, les scientifiques ont interrogé 900 personnes, ce qui leur a permis de calculer le risque de tumeur du cerveau. Le résultat statistique est édifiant. Pour ceux qui téléphonent souvent et longtemps, les ondes sont effectivement dangereuses. Pour les personnes qui téléphonaient plus de 900 heures tout au long de leur vie en cumulé, avaient une augmentation du risque, avaient 3 fois plus de risque de gliome. Et pour les personnes qui avaient téléphoné 15 heures en moyenne par mois, avaient 4 fois plus de risque de gliome. Pour ceux qui font un usage normal du téléphone portable, les deux scientifiques sont formels.
il n'y a pas de risque accru de tumeur. Les patients souffrant de tumeurs du cerveau avaient pour la plupart passé plus de 18 000 appels au cours de leur vie et tenaient le plus souvent le téléphone du même côté. Donc nous avons demandé au sujet de quel côté ils utilisaient le téléphone portable pour voir s'il y avait un lien entre le côté et le côté de la tumeur. Et comme dans d'autres études, nous avons vu qu'il y avait une tendance à avoir plus de tumeurs du côté de l'utilisation du téléphone portable. Serait-ce là la preuve de la nocivité des ondes électromagnétiques? Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs s'interrogent, car leurs portables ne leur servent plus seulement à téléphoner. Et les smartphones sont devenus des appareils multifonctions dont nous nous servons toute la journée. Les premiers téléphones portables ont été commercialisés il y a 30 ans. À l'époque, ils étaient tout sauf maniables, et leur dimension était un sujet de plaisanterie. Leur batterie tenait à peine 1 heure. S'ensuit une incroyable success story. Avec les séries Deux flics à Miami et Magnum, le téléphone portable s'invite dans le salon de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, véritable symbole de mobilité et de progrès. En Suède, l'industrie nationale saisit très vite le potentiel du produit et aménage son réseau mobile en un temps record. Il y a bientôt plus de portables que d'habitants. Dans la foulée, le cancérologue Lennart Hardel publie une étude fracassante. Ce qu'on constate ici, c'est un risque accru de gliome et de neurinome de l'acoustique après 10 ans d'utilisation du téléphone portable, et même un peu moins pour les neurinomes. Mais plus l'utilisation est longue et plus le risque est élevé. Le problème, c'est évidemment qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Donc même si individuellement le risque est plutôt bas, il y aura beaucoup de cas, parce que tout le monde est exposé. Selon Lennart Hardel, les gens qui téléphonent beaucoup et utilisent des appareils sans fil depuis 20 à 25 ans ont une probabilité 2 fois plus élevée de développer une tumeur. Une étude qu'Alexander Lerchel, spécialiste en radiobiologie, rejette en bloc. Il a l'habitude de monter au créneau quand des chercheurs prétendent que les ondes émises par les portables provoquent le cancer. C'est une querelle de croyances qui oppose les scientifiques. Beaucoup pensent que les champs électromagnétiques n'ont aucun effet. Certains pensent qu'il y a des effets et font tout pour prouver que c'est le cas. C'est un sujet qui déchaîne les passions, et les noms d'oiseaux ont vite tendance à fuser. Les scientifiques se traitent de menteurs et d'idiots. Ça peut aller assez loin. Pour Alexander Lerchel, les études dites épidémiologiques sont très souvent sujettes à erreur, car elles ne reposent que sur des questionnaires. Il a pu prouver l'inexactitude de plusieurs publications qui ont dû être rectifiées ou carrément retirées. Bref, la guerre des méthodes fait rage chez les scientifiques. Les études d'Hardel sont d'une part peu plausibles, car elles sont censées démontrer que la fréquence de tumeurs du cerveau aurait très fortement augmenté, ce qui n'est absolument pas le cas. D'autre part, les taux d'incidence y sont relativement élevés par rapport à d'autres études. Enfin, la proportion de questionnaires retournés est inhabituellement élevée. C'est assez peu vraisemblable pour ce type d'études, et ça n'a pas été rapporté ailleurs. Pour moi, il s'agit d'anomalies que tout autre scientifique ne manquerait pas de remarquer. Chaque fois qu'un chercheur se lance dans l'étude des effets du portable, la polémique est relancée. Deux camps s'affrontent. Ceux pour qui cette technologie est totalement inoffensive, et les autres qui considèrent la téléphonie mobile comme une gigantesque expérience sur une population crédule. Ole Johansson fait partie de cela. Lennart Hardel n'a jamais prétendu que l'utilisation du portable donnait le cancer, j'insiste là-dessus.
En revanche, il a démontré que sur une longue période et en fonction de la position de l'appareil, il y a un rapport statistique. Il se peut que ces chiffres soient très faibles, et il se peut que la tumeur du cerveau dont nous parlons ici soit très rare. Mais sur le long terme, le rapport statistique entre l'augmentation du nombre de nouvelles tumeurs du cerveau et l'utilisation des téléphones portables a bien été prouvé. Ole Johansson étudie l'effet des champs électromagnétiques depuis la fin des années 70. À l'époque, on soupçonnait les écrans de télévision et d'ordinateur d'endommager les cellules. Aujourd'hui, le neurobiologiste plaide pour que l'on tienne compte des dégâts que pourrait provoquer l'usage du portable. Nous autres chercheurs considérons les risques à de nombreux niveaux. Je veux parler des effets à l'échelle moléculaire et cellulaire, sur les plantes, sur les bactéries, sur notre système immunitaire, et plus particulièrement des altérations que l'on a découvertes sur notre patrimoine génétique. Ce sont des lésions qui, si elles sont transmises aux générations suivantes, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur l'humanité. Et ce qui est le plus inquiétant, selon les études, c'est l'impact sur les spermatozoïdes, les ovocytes et la fertilité. Bref, sur la possibilité de concevoir. Mais ici aussi, les études reconnues se contredisent. Les unes sonnent la fin de l'alerte, tandis que les autres garantissent des troubles de la fertilité aux accros du téléphone. Alors, qui a raison? Qui faut-il croire? La réponse se trouve peut-être chez Sarah Driessen, du Centre de recherche sur la compatibilité environnementale électromagnétique d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Son équipe, composée d'ingénieurs, de biologistes et de médecins, exploite les quelques 1000 études qui ont été menées sur le sujet depuis le milieu des années 90. Pour l'instant, un véritable puits sans fond. Nous récupérons ces études et nous tentons de les classer selon différentes catégories, histoire d'avoir une vue d'ensemble et de savoir de quel sujet traite chaque étude. Des dizaines de millions d'euros ont été injectés dans les programmes de recherche. Des comités d'action ont été mis sur pied. Du côté des autorités, les débats s'enchaînent. De nombreux intérêts s'affrontent autour des dangers du téléphone portable. Tout le monde est concerné ou presque. Et chacun a son propre avis sur la question, même si au fond, peu de gens savent comment la téléphonie mobile fonctionne réellement. Pour pouvoir relayer du son et des mots, le téléphone portable doit les transformer en signaux numériques. Ces derniers sont transmis sous forme d'ondes vers l'antenne relais la plus proche. L'ensemble des antennes relais, aussi appelées stations de base, forment le réseau mobile que nous connaissons. Le signal est ensuite envoyé à une centrale où toutes les données sont attribuées au bon destinataire et transmises par voie filaire à l'antenne relais la plus proche. Enfin, les données sont retransformées en ondes si le destinataire utilise lui aussi un portable. L'appareil décrypte les signaux et les transmet sous forme de langage et de son. Chaque téléphone portable diffuse des ondes avec une intensité différente, en fonction du modèle et de la qualité du réseau. C'est ce qu'on appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique. La limite fixée par la loi est censée empêcher un réchauffement de plus de 0,1 degré des tissus exposés. Pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, les fabricants et les opérateurs de réseaux mobiles doivent soumettre leurs appareils à des contrôles. Matthias Geisler est ingénieur. Il travaille pour l'Institut de technologie mobile et satellitaire qui délivre le précieux sésame. C'est ici que l'on vérifie si la limite fixée par la loi, soit 2 watts par kilogramme pour les téléphones portables et smartphones, est bien respectée. La plupart des appareils ont aujourd'hui des valeurs nettement inférieures, car les ondes émises sont une perte d'énergie qui réduit la performance de la batterie. L'idéal, ce serait que lorsque le téléphone se trouve directement contre la tête, la totalité des ondes soit émise vers l'extérieur et non vers la tête. Aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités techniques pour concrétiser cette idée. Et les résultats sont déjà là pour prouver que ça fonctionne. Le débit d'absorption spécifique est alors très faible. Et le téléphone conserve malgré tout une excellente qualité de transmission. Pour chaque modèle, il faut déterminer la quantité d'énergie absorbée par le corps humain et transformée en chaleur.
Comme il est impossible de mesurer l'élévation de la chaleur à l'intérieur de la tête, les chercheurs ont trouvé une parade. Leur protocole tient également compte des différentes applications, email, téléphonie et même SMS. Pour l'indice DAS, peu importe qu'il s'agisse d'un appel téléphonique ou d'une transmission de données, ça ne fait aucune différence. Par exemple, si je passe un coup de fil en tenant mon téléphone près de ma tête et qu'un email arrive via le Wi-Fi auquel l'appareil est connecté ou qu'un échange de données a lieu, ce sera évidemment pris en compte dans le calcul du DAS. Les valeurs mesurées pour les différents services sont cumulées. Et même dans ce cas, les limites doivent être respectées. Mais ce seuil est-il suffisamment bas? En Allemagne, c'est l'Office fédéral pour la protection contre les rayonnements qui garantit la sécurité des usagers. Dirk Geschwetner est ingénieur. Entouré d'une équipe d'experts, il s'assure régulièrement que les limites fixées par la loi sont suffisantes. Certaines personnes ont peur de ces ondes parce qu'on ne peut ni les voir ni les sentir. En revanche, on peut les mesurer et fixer des seuils. Si ces seuils sont respectés, rien ne prouve pour l'instant que ces ondes risquent d'entraîner des problèmes de santé. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui et non. Personne ne peut exclure un risque résiduel, pas même les scientifiques de l'Office fédéral de protection contre les rayonnements. L'institution recommande donc certaines mesures de précaution. Dirk Geschwetner nous montre comment limiter le plus possible l'exposition. Ce qu'on peut voir ici, c'est une très forte baisse du DAS aussitôt qu'on éloigne l'appareil, ne serait-ce que de quelques centimètres de la tête. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser un dispositif main libre, de se renseigner sur le DAS avant d'acheter un téléphone et éventuellement d'en choisir un avec la valeur la plus basse possible. De manière générale, il faudrait éviter de téléphoner lorsque la réception est mauvaise. Dans une voiture, lieu clos par excellence, les valeurs grimpent en flèche. L'appareil doit en effet augmenter sa performance d'émission pour franchir la barrière de métal du véhicule. Pour développer des modèles à faible rayonnement, les fabricants investissent de grosses sommes dans la recherche. Mais leur intérêt n'est pas tant la santé de leur clientèle que l'optimisation de leurs produits. Lors d'un appel téléphonique, il faut éviter toute perte d'énergie inutile. Objectif, augmenter la qualité de transmission et la performance de la batterie. L'Institut Fraunhofer pour le traitement des données graphiques a facilité la tâche aux fabricants. Ici, les chercheurs ont développé un logiciel innovant qui permet la mise au point d'appareils à faible rayonnement. Ce logiciel est capable de montrer jusqu'où les ondes émises par un téléphone portable s'infiltrent à l'intérieur du corps humain. Une visualisation qui offre de nouvelles perspectives aux industriels. Désormais, dès la conception d'un nouvel appareil, ils peuvent vérifier son niveau d'émission et éventuellement le réduire en agençant les pièces autrement ou en modifiant légèrement le design du produit. Chaque partie du corps réagit différemment aux ondes électromagnétiques. C'est le cas des os, du tissu cérébral ou des muscles. Ce logiciel est en mesure de calculer l'évolution thermique de chacune d'entre elles. Il permet ainsi aux scientifiques de voir précisément comment les ondes s'infiltrent à l'intérieur de la tête et se diffusent dans les différentes parties du crâne, ainsi que les endroits où elles ont tendance à s'accumuler. Les points chauds peuvent être ainsi identifiés et évités grâce à de menues modifications lors de la fabrication des téléphones portables.
Handyabstrahlung bezüglich eines Kopfes und die Wellenausbreitung da dazu. Macht dann mal die Animation. Gros avantage de ce logiciel, il permet aux ingénieurs en téléphonie mobile de tester leur concept dès leur développement, soit bien avant la fabrication des prototypes. Bref, il n'a jamais été aussi facile de produire des appareils à faible rayonnement. Dans les années 90, les consommateurs faisaient peu de cas des valeurs limites. Bien au contraire, l'ouverture du marché européen de la téléphonie mobile et le développement d'appareils toujours plus perfectionnés ont provoqué une véritable explosion et favorisé la création de nouvelles pépites technologiques. Bluetooth, zu Deutsch Blauzahn, ist eine ganz neue drahtlose Funktechnik. Avec l'avènement du Short Message Service, le SMS, notre façon de communiquer évolue elle aussi. Si la taille des téléphones se réduit, leurs fonctionnalités, elles, sont de plus en plus nombreuses. En 2001, les premiers portables équipés d'appareils photo débarquent sur le marché. Dès 2002, ils permettent d'échanger images et vidéos. Aujourd'hui, nos portables font office de téléphone, mais aussi d'ordinateur de poche, de calendrier, de caméra, de GPS et de lecteur MP3. C'est le sacre du tout en un. Mais peut-on être sûr que cette utilisation constante ne nuit pas à la jeune génération? Alexander Lerchel ne peut lui non plus jurer de rien. Lors de ses expériences, il a soumis des rats et des souris à des ondes émises par des téléphones portables à plus ou moins forte dose. L'une de nos expériences portait sur de très jeunes rats, âgés d'à peine 2 semaines, ce qui correspond à l'âge de 3 ans chez les humains. Nous les avons exposés à des champs électromagnétiques relativement forts, tels qu'on n'en trouve pas à l'échelle humaine. Bien sûr, nous avons également testé des expositions plus faibles. Nous avons observé ces rats sur une longue période, jusqu'à la fin de leur vie, et nous n'avons constaté aucun changement dans leur comportement. Plus important, nous n'avons observé aucun effet néfaste sur leur capacité d'apprentissage ou sur leur mémoire. C'était un soulagement, car cela nous a permis de démontrer que, de toute évidence, le développement du cerveau n'est ni ralenti, ni altéré par la présence de champs magnétiques puissants. Le biologiste a également voulu vérifier que les champs magnétiques n'avaient pas d'effet néfaste sur plusieurs générations. Pour cela, il a mené d'autres expériences, cette fois avec des souris. Lors de cette expérience, nous avons soumis 4 générations de souris à des champs électromagnétiques semblables à ceux émis par des portables. Nous les avons observées pour voir si elles tombaient malades et si elles se reproduisaient moins que les animaux non exposés. C'est la plus grande étude de ce genre au monde. Et nous n'avons observé aucun problème de santé particulier chez ces souris. L'épidémiologie est l'élément le plus important de l'évaluation des risques pour la santé humaine. Parce que nos études sont effectuées sur des humains, pas sur des animaux en laboratoire ou sur des cellules. On peut en effet se demander jusqu'à quel point les résultats d'expériences menées sur des animaux peuvent être transposés à l'homme. Une fois de plus, le doute persiste. Sommes-nous trop naïfs, trop insouciants? Autant qu'il y a un demi-siècle, lorsque les appareils à rayons X étaient utilisés des heures durant, entre autres pour déterminer la pointure et la forme adaptée dans les magasins de chaussures. Un excès de naïveté dont nous avons aussi fait preuve avec l'amiante. Il aura fallu attendre des décennies pour qu'il soit interdit. L'histoire se répète-t-elle avec les téléphones portables? Dieter Kugler sait à quel point ses clients souffrent des multiples expositions aux champs électromagnétiques. Vous avez activé le Wi-Fi? Oui. Vous entendez? Il est toujours activé. C'est ce qu'on entend, toutes les 20 secondes maximum et avec une puissance considérable de l'ordre de 35 000 microwatts. Éteignez le Wi-Fi pour voir. OK. Alors? Le silence. Le silence. Plus rien. Une nouvelle fois, l'instrument de Dieter Kugler s'affole. Les ondes viennent du routeur, alors que Karl-Heinz Mayer ne l'utilise même pas.
Là, j'ai plus de 20 000 microwatts. Même si vous éteignez le routeur, vous avez quand même des valeurs élevées. Pour éviter ça, il faut toujours débrancher ce dont vous ne vous servez pas, y compris le Bluetooth. C'est tout simple. Il existe de nouveaux routeurs qui s'éteignent automatiquement quand on ne les utilise pas. Ils peuvent même adapter leur puissance en fonction de la pièce. En Allemagne, de nombreux usagers inquiets peinent à s'y retrouver dans les innombrables études réalisées. Ils se tournent alors vers l'Office fédéral pour la protection contre les rayonnements. Gunde Ziegelberger, biologiste, est là pour leur apporter des réponses. Elle travaille avec 12 scientifiques. Ensemble, ils suivent les résultats d'études menées aux 4 coins du monde. Il y a des scientifiques qui travaillent seuls dans leur coin, mais du coup, leurs avis sont des avis isolés. Étant donné qu'il est très difficile de couvrir l'intégralité des publications, il vaut mieux se concentrer sur les publications qui ont été évaluées par des équipes constituées de biologistes, d'experts en dosimétrie, d'épidémiologistes et de médecins. Lorsque les résultats laissent planer un doute, l'Office fédéral effectue ses propres recherches sur le sujet. Entre 2002 et 2008, l'institution a ainsi mandaté 54 études, pour une enveloppe totale de 17 millions d'euros. La moitié est financée par l'industrie. Mais de plus en plus de gens reprochent aux études d'être biaisées par les entreprises. L'Office fédéral est justement là pour assurer que celle-ci n'ait aucun pouvoir sur le choix des études qu'elle finance. Au final, chacune des 54 études le confirme. L'usage du portable n'entraîne aucun danger détectable et ne nuit pas au patrimoine génétique. Mais les recherches se poursuivent. Reste à déterminer l'impact des antennes relais de téléphonie mobile. Beaucoup perçoivent ces stations de base comme une menace invisible. Dieter Kugler inspecte toutes les antennes relais des environs, histoire de rassurer ses clients inquiets. Il estime les seuils légaux encore trop élevés, du moins pour les électrosensibles. L'émetteur diffuse de là-haut avec un angle maximal de 5 degrés d'inclinaison. Ça veut dire qu'on est encore dans une zone relativement peu touchée. À chaque fois qu'on monte d'1 mètre, ça augmente. Si on se trouvait à la hauteur de l'antenne, on serait entre 10 et 20 000 microwatts. Vous pouvez imaginer ce que ça donne quand vous habitez en ville et que votre fenêtre donne directement sur ce genre d'antenne. C'est malheureusement très fréquent. Là, vous avez un rayonnement extrêmement important. En Allemagne, plus de 71 000 de ces antennes relais ont déjà été installées. En France, on en compte plus de 87 000. Et chacune émet sur plusieurs fréquences différentes. Si la norme GSM retransmet surtout des paroles, les fréquences UMTS et LTE, elles, permettent de diffuser des données telles que des images et des vidéos. La Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants a établi une limite à ne pas dépasser pour chacune de ces fréquences. Cette limite s'applique indépendamment du nombre de personnes qui téléphonent par l'intermédiaire de cette antenne relais, qu'elle se trouve dans une zone fréquentée ou pas. Email, SMS, Internet, tout cela fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Mais les incertitudes subsistent quant à l'innocuité des antennes relais. Environ 35% des citoyens de l'Union européenne pensent qu'elles présentent un risque sanitaire. Les gens qui ont peur de ces antennes relais vivent souvent à proximité d'une d'entre elles. Ils ont la sensation d'être exposés aux champs électromagnétiques jour et nuit
Et c'est effectivement le cas. Mais je pense qu'il y a également une part d'impuissance dans cette réaction. Avec le téléphone portable, on peut choisir quand on s'en sert, à quelle fréquence et pendant quelle durée, puisque l'exposition est nettement plus élevée pendant les communications. Mais les antennes relais, elles, sont toujours là. Alors, ces antennes relais représentent-elles un danger réel ou fantasmé? En 2007, l'hôpital de la Charité de Berlin a lancé une expérience pour tenter de le savoir. Les chercheurs ont observé 10 villages allemands situés dans une zone hors réseau. Ils y ont installé des antennes relais mobiles. L'antenne relais a été activée pendant la moitié des nuits et désactivée pendant l'autre moitié. La comparaison de la qualité du sommeil, qu'elle soit mesurée ou ressentie, n'a montré aucune différence entre le moment où l'antenne était active et le moment où elle était inactive. Malgré cela, certains sujets se sont plaints d'insomnie après l'installation de l'antenne relais. Étrange? Pas tant que ça. Avant l'expérience, les scientifiques avaient demandé aux 400 habitants leur avis sur les antennes relais. Chez les personnes qui étaient d'avis que cela pouvait éventuellement influer sur leur santé, on a observé une diminution de la qualité du sommeil, y compris lorsque l'antenne relais n'était pas en service. Cela veut dire que la présence de cette installation peut entraîner des troubles du sommeil, sans qu'on puisse pour autant les attribuer aux champs électromagnétiques. Karl-Heinz Mayer souffre lui aussi de troubles du sommeil. Il craint que cela n'ait un lien avec la présence d'une antenne relais à 200 mètres à peine de chez lui. Derrière la vitre, les valeurs sont assez réduites. Derrière le cadre en alu aussi. Je continue. Vous voyez derrière le mur? On a du mal à imaginer toutes les ondes qui passent à travers. Ouvrez la porte pour voir. Vous dormez la fenêtre ouverte? Oui. Dieter Kugler utilise des voiles de protection contre les ondes. L'étoffe contient des fils métalliques très fins. C'est terrible. Il y a sûrement des gens à qui ça ne fait rien. Mais de toute évidence, je ne fais pas partie de cela. Il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire pour me protéger. Le chef d'entreprise a décidé de faire isoler son logement pour voir si ses symptômes disparaissent. Bien sûr, ces désagréments peuvent être causés par un peu tout et n'importe quoi. Si vous avez un supérieur qui vous met sous pression et que vous êtes débordé de travail, vous risquez aussi le burn-out. Mais ça peut également venir du fait que vous avez un routeur, un téléphone sans fil ou un portable à côté de la tête. Je trouve qu'il faudrait tout simplement que la médecine raisonne de manière globale et n'exclue pas les effets de la pollution électromagnétique et de l'environnement, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. En France, la médecine a déjà franchi ce pas. D'éminents médecins sont convaincus que les champs électromagnétiques peuvent rendre malade et même représenter un danger sanitaire. Le professeur Dominique Bellepomme de la clinique Alray-Labrouste a suivi plus de 1200 patients venus le voir avec les mêmes symptômes. Je dis qu'il y a un lien de causalité entre l'exposition à des champs électromagnétiques et l'apparition de ces symptômes cliniques qu'on appelle électro-hypersensibilité. Ce cancérologue renommé compare cette maladie à une allergie. Les personnes touchées réagiraient fortement aux champs électromagnétiques, comme cette patiente qui a souhaité rester anonyme. Bon, si vous voulez, nous avons ici étudié... Avant d'établir un diagnostic, le professeur procède à un examen clinique complet, avec analyse de sang et d'urine, ainsi qu'un Doppler transcrânien. Et vous voyez qu'ici, il y a des zones qui sont jaunes, angles du cerveau.
et en particulier ici, c'est l'hémisphère. Nous avons des tests objectifs qui montrent que le cerveau est hypovascularisé, avec donc et dans le sang des anomalies biologiques qui nous montrent que ce sont de vrais malades et que ce sont exactement les mêmes anomalies biologiques que celles que l'on observe, que celles que l'on observe chez les animaux d'expérience lorsqu'on les soumet à un champ électromagnétique. Autrement dit, nous retrouvons en pathologie humaine exactement ce qui a pu être mis en évidence au plan des anomalies biologiques chez les animaux d'expérience. Le professeur Bellepomme se bat pour que cette maladie soit officiellement reconnue. Car si le cerveau n'est pas suffisamment approvisionné en oxygène, il y a danger potentiel. Alors beaucoup de ces patients portent un foulard en fibre métallique censé protéger le cerveau d'une partie des ondes. Surtout protéger la nuit. Le signe majeur quand c'est malade, c'est qu'ils ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire une perte d'attention et de concentration et surtout une perte de mémoire immédiate. Et lorsque ces troubles cognitifs sont majeurs, cela fait redouter un état pré-Alzheimer, si ce n'est déjà une introduction dans une véritable maladie d'Alzheimer. Par peur des ondes, certains choisissent de se retrancher dans les montagnes. Il reste encore quelques zones hors réseau, dont des vallées encaissées non loin de Grenoble. Autrefois enseignant, Philippe Tribaudot a décidé de s'installer ici. Depuis 2008, il souffre d'électro-hypersensibilité. J'avais une vie normale, j'étais enseignant, j'étais plutôt technophile et du jour au lendemain, en quelques semaines, en quelques mois, je suis devenu électro-hypersensible et donc il a fallu que je quitte mon emploi, que je quitte ma famille, ma maison pour partir de chez moi dans la mesure où je ne supportais plus l'environnement électromagnétique de ma maison et pour venir ici. Il quitte rarement sa maison, garantie 100% sans ondes. Peu après avoir découvert sa maladie, Philippe Tribaudot a pu prendre une retraite anticipée. Aujourd'hui, il vit d'une petite pension. La raison pour laquelle je suis électro-hypersensible, c'est que quand je vais dans un milieu irradié, je brûle. Et que la douleur, elle est très désagréable et qu'il suffit de m'en extraire pour ne plus la voir. Lorsque vous mettez votre main dans un feu, vous n'êtes pas allergique au feu, vous brûlez. Vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes vraiment allergique au feu ou pas. Votre main, elle brûle, vous la retirez. Donc, on est électrosensible parce qu'on souffre. L'électrosensibilité, c'est une souffrance. La maison de Philippe Tribaudot ne compte pas un seul appareil électrique. Son téléphone fixe a été fabriqué spécialement en Suède. Le son est transmis par un tube à air. Selon une estimation, 2000 personnes en France se considèrent comme électro-hypersensibles. Merci à toi. Allez, ciao. On a le droit à vivre en extérieur, dignement. On a le droit de pouvoir mener une vie normale, sans souffrir. Et c'est honteux qu'on oblige au jour d'aujourd'hui des milliers de personnes à aller s'enterrer dans leurs caves, dans des grottes, à faire leur propre prison. Les gens blindent leur appartement, ils s'enferment dans leur propre prison. On n'a commis aucun délit, on n'a pas le droit de nous obliger à avoir une vie de prisonnier. Pour les personnes concernées, une question se pose. Quels sont les endroits où les champs électromagnétiques sont les moins forts? Sur ce point, les scientifiques peinent eux aussi à s'entendre. Des éléments de réponse pourraient venir de Bordeaux. Dans son étude de longue durée sur le risque de cancer lié à l'utilisation du portable, la chercheuse Gaëlle Coureau a également demandé aux accros du portable s'ils téléphonaient plutôt en ville ou à la campagne. Donc, dans notre étude, nous avons montré que les personnes qui avaient un usage urbain du téléphone avaient finalement plus de risques de développer une tumeur que ceux qui avaient un usage rural. Et on pense que peut-être justement la présence de beaucoup d'antennes relais fait que le téléphone change en permanence d'antenne. Et comme c'est le moment où il se connecte qu'il émet le plus, que l'exposition est la plus importante, il est possible que ce soit en milieu urbain qu'on soit le plus exposé. Pour les personnes comme Philippe Tribaudot, il va devenir de plus en plus difficile de trouver des endroits dépourvus de toute pollution électromagnétique. Car les opérateurs de téléphonie mobile continuent à étendre leur réseau.
Ici, dans la vallée de Durbon, il aimerait fonder un refuge avec 160 autres électro-hypersensibles. Ils ont baptisé leur projet Zone Blanche. Mais le terrain appartient encore à l'État et le concept présente un problème majeur. À ce jour, ce n'est pas une zone blanche. À ce jour, il y a de la réception de téléphonie mobile et il y a des niveaux qui sont, pour nous, trop forts. Mais il est possible de faire en sorte que l'antenne qui irradie sur cet endroit, en changeant simplement son azimut, permettre à des personnes électrosensibles de vivre ici. Donc on peut blanchir, entre guillemets, cette zone. Non loin, à flanc de colline, se trouvent les 2 antennes relais qui fournissent le réseau mobile au petit village de Saint-Julien-en-Beauchêne. Les opérateurs ne modifieront pas leurs antennes de leur plein gré, puisque leurs clients paient pour avoir une bonne couverture réseau. Les antennes relais continuent donc à diffuser leurs champs électromagnétiques dans cette vallée, censée devenir zone blanche. L'État doit nous aider, l'État doit imposer aux opérateurs cette expérience sur le site de Durbon qui va permettre à des personnes électrosensibles qui n'ont nulle part où aller de vivre. Et il suffit d'une once de volonté politique pour y arriver. Au jour d'aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas cette volonté politique de créer la première zone blanche en Europe. Car nulle part, à ce jour, n'existe même dans le monde de lieux pérennisés, validés par un État, permettant à des électrosensibles de vivre sans souffrir. À ce jour, le phénomène n'est pas reconnu officiellement comme une maladie en France comme en Allemagne. Pour le biologiste Alexander Lerchel, c'est autre chose qui se cache derrière les souffrances des électro-hypersensibles. Ils présentent de vrais symptômes et ils souffrent, ça ne fait aucun doute. Mais pour les soigner, il ne suffit pas de les protéger des champs électromagnétiques. Pour aller mieux, il faut avant tout que ces patients cessent d'avoir peur. À l'heure actuelle, il semblerait que ce soit la position adoptée par la communauté scientifique. Autre son de cloche en Suède. Ici, l'électro-hypersensibilité est reconnue comme une forme de handicap, sans preuve médicale. C'est la personne concernée qui décide à quel point elle est handicapée. C'est moi qui décide si je suis électro-hypersensible ou pas. Les Nations Unies insistent bien là-dessus. Le handicap est toujours individuel et personnel. Personne d'autre ne peut le définir. Cela doit venir de la personne concernée. De nombreux scientifiques s'insurgent contre la minimisation du risque résiduel. Car à ce jour, une question reste en suspens, celle de l'impact sur les enfants. Quand on demande aux gens dans la rue quel est le plus grand danger lié à l'utilisation des portables ou des tablettes, ils répondent le plus souvent qu'il peut y avoir des effets cancérigènes. Du point de vue de la science, on estime que ce risque n'est pas très élevé, même si dès 2001, l'OMS a classé les champs électromagnétiques extrême basse fréquence comme cause possible de cancer, et en lien avec des leucémies chez les jeunes enfants. Pour les enfants des grandes villes, une exposition permanente aux champs magnétiques des réseaux Wi-Fi, des portables et des smartphones est impossible à éviter. Et pourtant, la recherche commence à peine à se pencher sur leur nocivité potentielle. Les études sur le long terme manquent. Les enfants d'aujourd'hui sont la première génération à grandir au milieu des ondes. Pour les enfants, nous sommes encore très prudents. L'OMS elle-même estime que des études sont nécessaires. Un grand projet a été mis sur pied autour des enfants, justement, l'étude MobiKids. Elle doit se pencher sur le développement de tumeurs du cerveau liées au téléphone chez les enfants. On pense que les enfants sont plus sensibles parce que l'échelle est différente. Et comme les tissus sont plus fins, il est fort possible que les enfants absorbent davantage d'énergie lorsqu'ils téléphonent. La question est de savoir si les enfants sont plus sensibles à la téléphonie mobile. Cette sensibilité accrue pourrait avoir plusieurs raisons. Ils pourraient également être plus exposés aux champs électromagnétiques, tout simplement parce que leur tête est plus petite. Mais surtout, c'est une génération qui va utiliser cette technologie toute sa vie. Et au fil du temps, il est possible que le risque résiduel se concrétise.
Un discours qui ne plaît pas beaucoup à l'industrie de la téléphonie mobile. Ole Johansson en a fait les frais. La direction de son institut l'a prié de partir. Nous nous sommes battus pendant un certain temps, mais malheureusement, ça n'a servi à rien. Nous nous sommes vite heurtés à la résistance du monde de la recherche. Apparemment, il était dangereux d'étudier ces appareils censés être inoffensifs. Nous nous sommes retrouvés dans une impasse sans moyen de financer la suite de nos recherches. 6 personnes sur 10 possèdent un téléphone portable dans le monde. Il s'agit de l'objet le plus répandu sur la planète, devant la voiture ou même le réfrigérateur. Et pourtant, personne n'est encore en mesure de dire à quel point les ondes qu'il émet sont dangereuses. Même si le risque reste très peu important, on a l'impression d'être beaucoup exposé et tant qu'on ne sait pas encore finalement quel est le risque exact, c'est quelque chose qui fait peur. Il peut suffire d'un seul rapport pour peut-être sauver de très nombreuses vies. C'est pour ça qu'il est crucial de poursuivre la recherche. Le téléphone portable est peut-être cancérogène, mais c'est le cas de bien d'autres choses, comme le café et même certains légumes marinés. Tout cela ne serait qu'une querelle entre chercheurs s'il n'y avait pas ce doute quant à l'innocuité des ondes. Le risque semble moins grave qu'on ne le redoutait initialement, mais il n'est pas exclu. Une raison suffisante pour que la recherche continue. Car au final, seules les études sur le long terme permettront d'évaluer le danger de manière formelle.